Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour, monsieur le député, Philippe Schreck. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, Radouane Kourak. Bonjour Maud. Vous avez une petite baisse de morale ce matin, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça va pas trop Maud, j'ai passé un super week-end, j'étais dans la France profonde, dans le Jura, l'anniversaire de Kelly, une copine. Vous savez, décembre, c'est mon mois préféré, il y a mon anniversaire, Oui. Noël, nos c'est traditions, vrai. nos fêtes de fin d'année. Mais là, je sens que notre mois de décembre va être complètement niqué par l'actualité politique. Ok, qu'est-ce qu'elle a reçu, Kelly, pour son anniversaire? Eh bien, je lui ai renouvelé mon amitié jusqu'en 2027, contrairement au gouvernement qui, lui, n'est même pas sûr d'être là en 2025. C'est étonnant comme cadeau, quand même. Vous savez, Maud, comme tous les journalistes français, vous êtes également concerné. Mon été a déjà été gâché par l'actualité politique. Oh, Et je sens que là, on va nous ruiner notre mois de décembre. gâché, vous exagérez quand même, Radouane. Il n'y a pas du tout, Maud. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous entriez dans une chambre en pensant vivre une nuit torride avec votre fantasme sexuel de toujours, Jacques Cheminade par exemple. Et là, vous ouvrez la porte et vous tombez sur Louis Boyard, Mathilde Panot, Ercilia Soudé, tous nus évidemment, Maud. Mais Radouane, on avait dit pas le physique d'abord, et puis je vais devoir vous citer deux beaux gosses pour établir l'équilibre comme François Hollande et Robert Hue. Écoutez, chacun ses goûts, Maud, mais bref. Non, c'est insupportable. Non mais ne faites pas comme si c'était vous qui aviez écrit ces relances, Radouane, s'il vous plaît. C'est très Bref. mal dit quand même. Non, Maud, vous avez complètement flingué mes Oui, j'ai fiches. complètement flingué. Non, mais bref, moi, Maud, voilà, Mais nous c'est sommes pas de retour, facile. nous sommes de retour en juin, le gouvernement va tomber, on n'aura pas de Premier ministre et Lucie Casté, pardon, Oh. pardon, Maud, Bah, c'est lapsus pas va bien. revenir en mode super-héros pour quémander une nomination à Matignon. D'accord. Vous êtes toujours très déçu vous êtes très déçu surtout par Michel Barnier, on dirait. Évidemment, on nous avait vendu Michel Barnier comme un homme de fer. En réalité, c'était un homme de plastique. Et encore, c'était un plastique de mauvaise qualité, un plastique recyclé, un truc qui se tord à la première pression. Michel Barnier, l'homme de la négociation, le gars qui devait tenir tête à l'Europe, aux Britanniques, à tout le monde. Résultat, il a tenu 3 mois. Il a donné des concessions à tout le monde. Et à la fin, le gouvernement tombe quand même. Mais soyons justes, il aura quand même réussi une chose, Barnier, l'unité. Oui, Maud, il a créé le consensus. Rassemblement national, gauche, France insoumise, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour le détester. Une vraie performance. Tout le monde veut renverser Barnier. Je vous sens inquiet pour la France ce matin, Radouane. Évidemment, Maud, outre la situation d'incertitude politique, je vais être honnête avec nos auditeurs. Ce matin, je me suis réveillé stressé, comme d'habitude, à l'idée de vous affronter. Vous, la dictatrice en chef, pardon, la rédactrice en chef, que dis-je, de cette émission. Vous m'avez encore humilié, vous m'avez envoyé acheter Libération. Libération, pour ceux qui nous voient, pour ceux qui nous regardent en vidéo, le voici. J'ai acheté Libération dans le 16e. Vous vous rendez compte, Maud, vous imaginez, moi, avec ce journal sous le bras, ce matin, traversant le quartier comme un hors-la-loi. Évidemment, à mes frais, pas de remboursement, j'imagine. Bon, et ce matin, on reçoit Philippe Schreck. Oui, Philippe Schreck, oui, Schreck, vous avez bien entendu, comme le monstre vert. Franchement, je compatis parce qu'avoir ce nom-là et devoir débattre avec des députés LFI, c'est un peu comme être c'est un peu comme être un ogre au pays des ânes. Il est contraint tous les jours de venir à l'Assemblée, Philippe Schreck. En ce moment, il croise tous les jours Thomas Porte, Mathilde Panot, tous ces gauchistes fanfaronnés. Il paraît même que Boyard a repris le deal, il vend des pilules bleues en ce moment à tous ses collègues de la France insoumise. Radouane des pilules bleues, vous voulez dire du Viagra? Ah, vous connaissez bien, Maud, visiblement. Ben oui, ce n'est pas pour rien que les gauchistes, depuis hier, sont en érection permanente. Ils bandent sur tous les plateaux TV, crient en avance que ce gouvernement va tomber grâce à eux. À mon avis, Boyard a fait une offre sur le Viagra. Andy Kerbat a expliqué à ses collègues comment on utilise l'enveloppe de frais de mandat pour acheter de la drogue, du Viagra et compagnie. Vous êtes terrible, Radouane, ce matin. Non, mais sérieusement, Maud, la France est au bord de l'effondrement. Et pendant ce temps-là, ces gens jouent à Game of Thrones à l'Assemblée nationale. Si ça continue comme ça, on va finir par voter pour un rat comme maire de Paris. Et oui, ça c'était la fin de ma blague l'autre fois. Je n'ai pas de Ah oui, chute, c'est vrai, Maud. le Je n'ai pas Radouane. de chute, c'est fini. C'est fini, bon. Je tiens quand même à préciser à nos auditeurs, j'étais pas au courant. Hein. Si, sur Non, François pas Hollande. de toutes Ah, les blagues, pas si, de si, toutes. si, Maud. Oh, mais Ne quel vous dédouanez scandale, pas. mais n'importe quoi. Mais à chaque fois, c'est de ma faute. Merci, Radouane. Totalement. Bah oui. L'addition. Bon, Philippe Schreck, je suis désolée. C'est pas grave, on voit pire. Radouane est très en forme ce matin. Il voit Oui, je sais pire, pas il ce voit qui se les passe. insoumis à l'Assemblée tous les jours. Oui, c'est vrai, oui. Ceci dit, là-dessus, je pense qu'il a raison. Oui. C'est difficile de cohabiter avec les députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Oui, c'est pas évident parce que on a, même avec le reste de la gauche, on a des grandes divergences, pour ne pas dire plus. Mais on est avec des gens qui ont une histoire, qui ont une éducation, qui ont une façon de se comporter. Et on ne rencontre pas ça chez LFI. Bien entendu, tout est outrance. Avec eux, le lendemain est toujours
pire que le jour même. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas nos critères de comportement et d'éducation, tout simplement. Oui. Il y a une scène de théâtre, on reviendra bien sûr sur ce qui s'est passé plus en profondeur hier à l'Assemblée nationale, mais le départ des députés de la France Insoumise, du Nouveau Front Populaire, dans un fracas terrible, hurlant, etc. Bon, je pense que vous avez l'habitude de voir ce genre de choses. Vous vous y attendiez un peu? On s'attend toujours à quelque chose avec eux, mais ils sont tellement plus imaginatifs que nous dans l'outrance qu'on est un petit peu surpris. Mais hier, c'est tout à fait significatif d'une conception de bordélisation. Le Premier ministre risque d'être renversé, mais c'est le Premier ministre. Bien quand il parle à l'Assemblée nationale, bien on l'écoute jusqu'à la fin de son propos. C'est pas révolutionnaire, mais question de respect. Ils n'y peuvent pas, ils n'y parviendront jamais. C'est dans leur logiciel de fracturation de la société, des institutions. Marie. Alors justement, on arrive à un second épisode de crise institutionnelle, on peut le dire d'une certaine manière, après la dissolution d'abord, puis un gouvernement démissionnaire pendant 3 mois cet été. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? On va se retrouver peut-être avec donc la fin du gouvernement Barnier et quoi après? La balle est dans le camp du président de la République. Moi, je considère que nous avons une constitution qui permet de résoudre, qui est très bien faite. Vous avez un 49.3. 115 ou 120 fois depuis la Ve République. Un 49.3, c'est une motion de censure. On a l'impression de découvrir quelque chose qu'on a vécu pendant plus de 20 fois sous Madame Borne. Et puis, si cette motion de censure aboutit, le président de la République n'a d'autre choix que de nommer un nouveau Premier ministre qui, cette fois-ci, peut-être, aura retenu la leçon, viendra nous parler, enfin, viendra nous voir et prendra en compte les mesures de pouvoir d'achat des Français que nous portons. Quand on vous entend, on a l'impression que vous avez acté aussi d'une certaine manière que Jordan Bardella n'accédera pas à Matignon et qu'il faut s'adapter à un Premier ministre venu d'un autre camp. Si vous voulez, Jordan Bardella a été clair. Sans majorité ou sans majorité absolue, il est inutile d'y aller puisque nous serions automatiquement renversés et avant même la moindre proposition de loi ou discours. Ceci dit, M. Barnier représente un parti qui fait 5,6% aux législatives. Donc on n'est même pas dans l'anomalie politique, on est dans la malformation politique. Donc c'est quand même pas choquant que celui qui représente à peine plus de 5% et qui en plus endosse l'héritage de la Macronie ait quelques difficultés à se maintenir au poste de Premier ministre. Avant de passer la parole à Radouane, simplement, est-ce que c'est pas le risque du moins bien contre le pire? C'est-à-dire que là, en gros, on jette Michel Barnier avec tout ce qu'il représente, mais derrière, on n'a absolument aucune idée de qui va remplacer Michel Barnier. Est-ce que le risque, c'est pas de se retrouver avec Obono qui, hier, nous disait on est prêt à gouverner? Le pire, en l'état, c'était naturellement cette loi de finances 2025 qui était maintenue. C'est ça le pire. Là, nous avons évité que le pire budgétaire et que le pire de pouvoir d'achat arrive. Alors ensuite, le problème de Mme Obono ou de ses collègues, les choses sont claires. Un insoumis au gouvernement égale un gouvernement qui saute dans la semaine. Voilà, oui, c'est tout. vrai. Oui. Radouane. Aujourd'hui, Philippe Schreck, il semblerait qu'il y ait 3 possibilités à écouter les parlementaires du Rassemblement national pour le président de la République. Nommer un nouveau Premier ministre, qui serait un Premier ministre peut-être de consensus, un Premier ministre de compromis, parce que c'est précisément pour ça que vous allez voter la censure contre Michel Barnier. Vous estimez qu'aujourd'hui, il ne répond pas à un certain nombre d'exigences, celles que vous aviez fixées. La seconde option, c'est face à un chaos général, Macron, le président de la République, pourrait activer l'article 16 de la Constitution et ainsi s'octroyer les pleins pouvoirs. Et la troisième option pourrait être une démission du président de la République. J'ai cru comprendre que de votre côté, au Rassemblement national, vous vous sentiez tout de même prêt, en cas d'élection anticipée, à y participer. Selon vous, laquelle de ces 3 options est la meilleure aujourd'hui pour le pays? Et est-ce que vous pensez que le président de la République doit prendre ses responsabilités face à une situation de chaos qu'il a lui-même créée et ainsi démissionner? Le président de la République, c'est le garant du fonctionnement et du maintien des institutions. Donc, partant de là, les 3 options que vous proposez, la première, il désigne un Premier ministre, eh ben oui, c'est lui le maître du casting. C'est pas, il propose, et puis après on dispose. Mais en tout cas, c'est à lui de proposer. Deuxième option, article 16, c'est pas entendable, c'est pas possible. Ce serait le cas en général. Non, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. On ne répond pas à la crise par un coup d'État. Autrement, les choses se finissent forcément mal. L'article 16, c'est des conditions très très précises
c'est-à-dire l'intégrité du territoire menacé, on n'en est quand même pas là, et l'impossibilité pour le pays de maintenir ses engagements internationaux. Je vois pas de quoi il s'agit, donc il n'en est pas là. Ensuite, la démission du président de la République, eh bien, c'est possible par la Constitution, encore une fois, donc c'est dans ses mains, il le décide. Mais c'est dans ses seules mains, voilà, c'est la Constitution. Et depuis plusieurs semaines, on entend fanfaronner les ténors, les cadres de la Macronie et de LR, qui laisseraient sous-entendre qu'en cas d'absence de budget, le pays serait totalement paralysé, les cartes vitales ne fonctionneraient plus, les fonctionnaires ne seraient plus payés. Je crois que vous adoptez une posture bien différente sur la question et que vous criez plutôt à la fake news et à la peur générale de la part de la Macronie. Vous pouvez nous expliquer quel est le plan du RN si le budget n'est pas adopté, monsieur le député ? Oui, ces chiffons rouges agités et cette méthode de gouverner par la peur est inadmissible. Comme d'habitude, la Macronie ment aux Français. L'histoire de la carte vitale, j'écoutais ce matin M. Retailleau, c'est même plus de l'argument politique, c'est du gros rouge qui tâche en fait. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que les choses vont continuer. Hein. Demain, vous aurez du courant, le train part, sauf si la SNCF fait grève. Vous pouvez retirer de l'argent de votre compte, sauf si vous n'en avez plus malheureusement. Hein, et tout va continuer. Là, ce qui va se passer, c'est que le budget 2024 va s'appliquer. Le budget 2024 va s'appliquer, et comme, bien que mauvais, puisque nous n'avions pas voté en faveur de ce budget, mais bien que mauvais, il est préférable au massacre budgétaire et le pouvoir d'achat du budget 2025. Donc les choses vont, à la limite, mieux se passer pour les Français, pour peu qu'elles se passaient bien. Il sera adopté par une loi spéciale, ce budget, parce par ordonnance. Il y a une possibilité de reconduire le budget de l'année dernière, soit par ordonnance, soit en adoptant une loi spéciale, ce qui fait que le pays n'est pas paralysé. Donc je réponds à ceux qui s'inquiètent ce matin en écoutant, je l'écoutais également, Bruno Retailleau notamment. Et qu'est-ce qui était si terrible dans ce budget ? On peut peut-être le rappeler pour nos auditeurs pour bien comprendre l'enjeu. Pourquoi est-ce que c'était si important aujourd'hui de censurer le gouvernement pour son budget ? Il y a une semaine, vous prenez le cas d'un retraité qui a une pension modeste. Il peut être agriculteur, il peut être fonctionnaire, veuf, comme beaucoup de retraités. C'était la non-indexation de la pension sur l'inflation, et on est quand même en période d'inflation. Première sanction. Deuxième sanction, c'était la hausse de 15% de sa facture d'électricité, alors que celle-ci a déjà énormément monté ces derniers mois. Troisième fonction, alors qu'il s'agit d'une population potentiellement atteinte par plus de pathologies, moins de remboursement de ses médicaments. Donc je pense que ça suffit, on est là pour aider les Français. On n'est pas là pour avoir ce budget de gauche. C'est quoi un budget de gauche ? C'est on constate un problème et on le règle par l'impôt et la taxe. Et bien au bout d'un moment, c'est stop, parce qu'on a quand même des Français, près de 12 millions, qui ont voté pour nous avec ce message et avec ce mandat. Donc si nous, effectivement, nous respectons les promesses que nous avons tenues. Peut-être vous parliez de l'augmentation des impôts. C'est généralement la gauche qui, normalement, en arrivant au pouvoir, décide d'augmenter les impôts, là où la droite privilégie plutôt la rigueur budgétaire, mais le contrôle des dépenses pour ne pas augmenter les impôts des Français. Ça vous évoque quoi de voir les Républicains, dits partis de droite républicaine, décider d'augmenter les impôts ? Parce que c'était une proposition initialement des Républicains. Tout l'été, on a eu cette actualité qui tournait autour de Wauquiez qui disait « il va falloir augmenter les impôts ». Pour potentiellement, on est obligé de faire des sacrifices, donc le sacrifice doit venir pour les Français. Vous, ça vous évoque quoi de voir les Républicains, qui se considèrent comme un parti de droite, prôner une politique d'augmentation des impôts aujourd'hui ? Alors, ce gouvernement comporte des Républicains, mais il comporte quand même des gens de gauche. Donc il y a une certaine cohérence pour eux à augmenter les impôts. Pour la suite, moi je considère que les Républicains, ils voulaient quoi ? Encore une fois, ils font 5%. Quand ils les dépassent dans les élections. C'est un braquage. C'est un braquage, ils voulaient juste gouverner. Ils voulaient accéder au pouvoir et sans faire la moindre réforme. Quand j'entends M. Barnier qui nous dit qu'il fait un budget de réduction de la dette, mais c'est un mensonge. C'est un budget en déséquilibre de près de 5% du PIB, ce qui veut dire que la dette va continuer à augmenter. Parallèlement, aucune économie, puisque le budget de l'État continue à augmenter. Vous avez même des anciens premiers ministres qui ne veulent même pas qu'on rogne sur leur niveau de vie à quelques milliers d'euros par an. Donc c'est un budget, j'allais dire, d'incompétents, tout simplement, et de personnes qui ne veulent pas regarder les problèmes de la France et les problèmes des Français. Et le RN avait pu faire avancer les choses, notamment sur la suspension de la hausse de l'électricité. Ça, c'était un bon pas ? Bien, on avait à l'origine fait un contre-budget, 57 mesures. On ne nous a pas répondu, pas parlé. Bon. Monsieur Barnier, sans le souffle du boulet,
arriver et cède sur 3 points. Il cède sur l'électricité, vous l'avez dit, il cède sur les charges, sur les bas salaires, il cède sur le déremboursement, et il restait juste l'indexation sur l'inflation des retraites. Donc il n'a pas voulu céder sur, comme je le disais à des confrères, sur 5 milliards d'euros. Alors c'est énorme, 5 milliards quand on se parle entre nous. Mais là, on parle d'un budget de 644 milliards. Ouais. Donc pour ces 5 derniers milliards et pour ces retraités, pour nos retraités, il a tout simplement, parce que M. Attal le lui a demandé, il a rompu toute négociation, déclenché le 49.3 et donc provoqué lui-même sa propre censure. Philippe Schreck, si par je ne sais quel rebondissement, finalement, la motion de censure n'est pas majoritairement votée mercredi, qu'est-ce qui se passe pour le Rassemblement national ? C'est l'expression, c'est l'expression du vote des députés, des motions de censure rejetées, c'est plutôt la règle. Ouais. Et ensuite, le budget est adopté, par définition. Le budget est adopté. Oui. Vous ne craignez pas, il y a une députée socialiste qui l'a fait savoir hier en premier lieu, il pourrait y avoir plusieurs députés socialistes, peut-être même la quasi-totalité du groupe, on ne sait pas, qui décideraient de ne pas voter la motion de censure. Le cas échéant, le plan tombe à l'eau, le gouvernement est maintenu, et peut-être qu'Emmanuel Macron nommerait un Premier ministre soit issu du Parti socialiste pour faire une large coalition LR socialiste, finalement l'UMPS. Vous ne craignez pas cette option-là, que les socialistes s'abstiennent et ne votent pas cette motion de censure? Le cas échéant, si la motion de censure n'est pas adoptée, quel est le plan pour le Rassemblement national? Vous faites quoi derrière? Que les socialistes se livrent à des calculs, ça ne m'étonne pas. C'est leur marque de fabrique. Ils sont députés. Ils ont des députés que parce qu'ils ont fait des calculs, voire même des calculs dangereux, des calculs de la honte, avec LFI. Moi, je pense que lorsque on est dans un groupe politique, on suit la ligne politique de ce groupe ou on sort de ce groupe politique. Alors, si les socialistes parjurent leurs électeurs, leurs accords politiques, ce sera, vous me direz, pas la première fois, mais ils en supporteront eux aussi la responsabilité. Alors tout à l'heure, Radouane Kourak, effectivement, vous l'avez précisé, je vous ai fait acheter Libération. Vous pouvez me rembourser. Promis, je vous rembourse. C'est vous qui l'avez acheté? Oui, non, avec mon argent personnel, avec mes deniers personnels, je n'aurais jamais cru faire ça. 2,70 €, ça va, non? Et l'inflation, ça vous parle? Et la liberté de la presse, Radouane Kourak. Ça vous parle? Je voulais vous faire commenter cette une. Alors je m'attendais à quelque chose d'un peu plus caricatural, ou je sais pas. Le joug de la dame avec donc en couverture Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de cette une, Philippe Schreck? Bon, en général, je pense très peu de choses des unes de Libération, qui est un tract d'extrême gauche, c'est un journal de militantisme. Il n'y a pas de joug. Mais c'est ça, idiot, on aurait dû acheter l'Humanité. Voilà, Oui, c'est pareil, c'est les mêmes qui écrivent. Il n'y a pas de joug en vérité. On a un programme politique, on a un pouvoir d'achat des Français, on connaît les Français. Les Français trinquent, pardonnez-moi l'expression, depuis trop longtemps. Et eh bien, on tente par tous les moyens d'aider les Français sur le pouvoir d'achat qui reste la première préoccupation de nos concitoyens. Voilà. Ouais. Alors après, Libération traduit ça par des montages, des titres qui sont finalement pas irrespectueux, mais non, là, bon, il y a du dédain, c'est du dédain de gauche, c'est aussi une marque de fabrique. C'est leur logiciel. Faire une petite analyse de médias. Libération est le quotidien de presse nationale le plus en difficulté, mais c'est également le quotidien de presse nationale quotidienne le plus subventionné. Ça, je pensais que c'était l'Humanité. Non, l'Humanité, c'est encore particulier, puisque au moins l'Humanité a l'honneur de reconnaître que c'est un journal partisan affilié au Parti communiste. C'est très bien la presse d'opinion. Ah oui, d'accord. En l'occurrence, Libération est un journal qui a reçu plusieurs millions d'euros de subventions. Donc Philippe Schreck, vous financez également ce papier. J'en suis bien conscient. J'en suis bien conscient. Mais on finance tous Libération. J'en suis bien conscient, mais on finance bien pire. C'est important de le rappeler, les Français financent Libération alors même que c'est un journal en déclin. Ah oui, et on ferme la première chaîne de la TNT qui est C8 et qui est une chaîne qui rencontre un franc succès populaire. La liberté d'expression est un concept à géométrie très variable. Oui, contrairement à Radio Courtoisie qui ne vit pas de subventions d'État. Voilà. Et qui n'est pas encore fermée. Et qui est pas... Non. Et qui ne fermera pas. D'ailleurs, retrouvons-nous dans une quinzaine de minutes pour l'appel au don. Ah oui, c'est vrai, Radouane adore faire l'appel au don. Bon, Marie, vous vouliez intervenir? Oui, alors tout à l'heure, Radouane Kourak a mentionné 3 options. Il parlait de l'article 16, il parlait de nommer un nouveau Premier ministre, il parlait de la démission du président. Moi, j'en ai une 4e, c'est la destitution d'Emmanuel Macron par l'article 68 de la Constitution. On se rappelle que la France Insoumise l'avait proposé en septembre dernier. À ce moment-là, vous, le Rassemblement national, ne les aviez pas suivis là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable? C'est pas, pour régler le problème, finalement, ne faut-il pas tout simplement destituer le président de la République? Mais je vous disais que l'usage de l'article 16 serait un coup d'État. En l'état, la destitution du président de la République en serait un également.
La destitution du président, c'est si celui-ci manque gravement à ses devoirs et met en péril le fonctionnement de la République. Bon, on n'en est pas là. Même en termes même au vu du déficit et au vu du non-respect peut-être de la démocratie, en tout cas. Et le déficit, c'est les conséquences des politiques qui ont été menées. Donc c'est pas un manquement de nature pénale, de nature à destituer le président. Il faut être très prudent. Parce que lorsqu'on crée un précédent, il peut se dupliquer, il peut se répliquer. Donc je pense que, encore une fois, on a une constitution qui fixe des cadres. Il ne faut pas sortir de ces cadres, il ne faut pas abuser avec ces cadres, et il ne faut pas dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. Moi aussi, le départ de M. Macron, ou le fait que M. Macron ne soit plus président de la République, je serais très heureux. Très affecté. Non, mais très heureux, mais c'est le jeu politique. Mais pas au prix de faire n'importe quoi avec la Constitution. Ceux qui ont fait n'importe quoi, finalement, c'est la Macronie qui s'est fait élire grâce à LFI et qui a élu des députés LFI. Ça, c'est joué dangereusement puisque c'est des alliances de la honte. Mais pour le surplus, je pense qu'il n'y a aujourd'hui juridiquement aucune place à la destitution. C'est intéressant. Alors si dans quelques mois, le président de la République, dans 6 mois, refuse de publier la moindre loi, de promulguer la moindre loi, ne se rend plus dans les traités internationaux, refuse de nommer un Premier ministre, il y a des manquements. Mais il n'y a pas ces manquements. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je considère que tout ce qui arrive à Marine Le Pen sur le plan juridique est totalement arbitraire, que la justice est instrumentalisée. D'ailleurs, le syndicat national de la magistrature a dit que ce serait assez jouissif de voir Madame Le Pen condamnée. Donc, premier point. Donc, je considère que c'est aberrant ce qui arrive à Marine Le Pen. Mais me faisant l'avocat du diable, je me pose quand même la question, est-ce que ça ne vous arrangerait pas de précipiter le calendrier politique et ainsi précipiter une élection présidentielle à un moment où Marine Le Pen a le vent en poupe pour justement qu'elle accède à l'Élysée si les Français le décident et ainsi bloquer le calendrier judiciaire par l'immunité présidentielle? Alors là, on parlait des calculs du Parti Socialiste, on en est... Mais c'est une question. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais déjà, vous achetez Libération. Non, c'est pas dans le... Comment ? Ce n'est pas dans l'équation. D'accord. Ce n'est pas dans l'équation. On a dit tout le mal qu'on pensait de ces réquisitions. C'est pas un jugement, de ces réquisitions. Moi-même, on m'a dit que c'était abrupt de parler de coup d'État ou de tentative de coup d'État judiciaire. Mais encore une fois, c'est des réquisitions. Et je connais Marine Le Pen au travers des réunions de groupe, on est sur une problématique de pouvoir d'achat et des Français. On n'est pas comme, pardonnez-moi, les dingos des insoumis qui vous déclenchent une motion de censure au premier jour d'un gouvernement sans savoir même ce que le Premier ministre va dire. Mais c'est la bordélisation de l'Assemblée et du pays. Je pense qu'on fait ça avec gravité, pas de gaieté de cœur. Les choses ne sont pas reliables. Lise Lutz. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette nouvelle crise politique accentue la fracture qu'aujourd'hui beaucoup de Français ressentent ? On en a beaucoup qui nous expliquent que finalement, ils regardent toutes ces guéguerres à l'Assemblée nationale d'assez loin, que justement, eux attendent plutôt une fracture franche. Vous parliez de ce qui pourrait s'apparenter à un coup d'État. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui n'ont plus du tout espoir en la politique et à chaque nouvelle crise, qui vivent ça comme, de nouvelles disputes où finalement ils n'y comprennent pas grand-chose et puis quand bien même ils y comprendraient quelque chose, ils regardent ça de loin et ils se sentent très loin des préoccupations parisiennes. Alors que le spectacle proposé par mes collègues députés éloigne ou interpelle les Français dans leur vie quotidienne, où ils ont tellement d'autres choses à gérer, je vous rejoins là-dessus. Ceci dit, je vous rappelle qu'aux dernières élections législatives, en plein cœur de l'été, il y a eu plus de 70% de participation. C'est peut-être la preuve que, même si les Français sont parfois exaspérés par la politique, ce sont des gens politiques, les Français. Les Français aiment la politique, ils parlent toujours de politique, même si c'est pour la critiquer. Donc, je vois une exaspération, la montée de notre mouvement inexorable et la résultante et la traduction de cette exaspération. Mais je ne vois pas de m'en-foutisme, de relâchement avec la chose politique qui intéresse les Français, puisqu'ils ont bien compris que même si la politique est contestable, tout est politique dans leur vie quotidienne. Sans je m'en-foutisme, ça pourrait être de la lassitude. Et d'ailleurs, les dernières élections, même si elles ont connu un fort taux de participation, ont aussi donné l'impression à beaucoup de Français de se faire voler les élections, justement, par un système qui ne leur était plus favorable.
voler l'élection par les alliances de la honte. Ouais. Pas par un système. Le système est bien réglé. C'est l'alliance de la honte, c'est l'alliance de ceux qui se haïssent, puisque qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours ? C'est LFI qui va voter contre le gouvernement qui avait fait en sorte d'élire LFI, et y compris des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est ça qui a bloqué le système. C'est une dissolution qui était un caprice d'enfant gâté, suivie d'alliance de la honte, pour qu'il n'y ait pas une majorité Rassemblement national, qui était la majorité qui devait sortir des urnes si le jeu démocratique n'avait pas été faussé par ces alliances. Il est important de rappeler l'imposture de LFI et puis ce jeu de capricieux finalement. Le Rassemblement national avait sa niche parlementaire il y a près d'un mois. Le Rassemblement national voulait abroger la réforme des retraites. Ceux qui ont bloqué cette abrogation, ce sont la France insoumise. Dernièrement, il y a quelques jours, il y a eu la niche de la France insoumise qui voulait également abroger la réforme des retraites. Et là, il y a eu de l'obstruction de la part de la Macronie. Donc, dans cette assemblée, finalement, les seuls qui voulaient réellement abroger cette réforme des retraites, indépendamment de toute alliance de circonstances, c'était le Rassemblement national. Vous faites bien de le préciser. Mais vous avez parlé de pouvoir d'achat. Quand vous baladez à Draguignan, dans votre circonscription du Var, de quoi vous parlent les Français ? Ils vous parlent de quoi ? De pouvoir d'achat, de sécurité ? Quelles sont les 3-4 priorités, selon vous auxquelles les Français sont attachés et que les Français pointent du doigt ? Alors, en circonscription, puisque vous me parlez de ma circonscription, le pouvoir d'achat est comme tout le monde, il n'y a pas de raison, le pouvoir d'achat est une constante, suite notamment aux phases d'inflation, notamment sur l'énergie. On parle beaucoup d'insécurité, parce que celle-ci, même si nous sommes dans le Var, qui est un merveilleux département touristique, mais l'insécurité est tout à fait croissante et progresse. Et on nous parle d'une forme d'incompréhension face à l'immigration et face à l'impossibilité de régler ces problèmes. On parlait de déremboursement. Mais quand vous avez un retraité qui est déremboursé sur un médicament, parce qu'on dit que c'est un médicament de confort, quand vous avez un cancer, ce qui vous aide à supporter la chimiothérapie, c'est du confort. Et que parallèlement, vous avez l'aide médicale d'État, où c'est all-inclusive. Avec laquelle on peut par exemple se faire recoller les oreilles totalement. Voilà, c'est all-inclusive pour des personnes en situation irrégulière. Eh bien, c'est sûr, c'est une préoccupation, c'est une colère et c'est une incompréhension. Oui. Marie, je vous en prie. Oui, Marie, je vous Oui, moi, je voulais revenir tout à l'heure. Vous parliez du système, justement, qui était a priori plutôt optimal. Enfin, c'est ce que vous disiez avec Liselotte. Pourtant, en ce moment, il y a une réflexion sur la table, sur la proportionnelle. Et tous les groupes politiques semblent plutôt s'accorder en sa faveur. En tout cas, le Rassemblement national, a priori, semble s'être positionné en faveur d'une proportionnelle. Vous êtes pour, vous, effectivement, qu'on puisse, d'une certaine manière, revoir peut-être le scrutin, le mode de scrutin, puisque aujourd'hui, on le voit bien, on a une absence de majorité claire et ça a conduit le pays là où on en est aujourd'hui, dans une crise institutionnelle grave. Alors, encore une fois, on a une absence de majorité claire parce que certains ont joué entre les 2 tours avec des bidons d'essence. Oui. Voilà. Ensuite, nous sommes favorables à la proportionnelle parce qu'elle permet à tous les courants d'avoir une expression politique et une représentation politique. Un courant qui fait 4%, c'est pas bête de penser que 4%, c'est des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, donc il peut y avoir une expression. Ceci dit, il faut que cette proportionnelle, me semble-t-il, s'accompagne ou bien d'une dose de scrutin majoritaire ou d'une prime au vainqueur, puisque le but, c'est justement d'éviter ces crises et de pouvoir gouverner. Donc la proportionnelle est intéressante parce qu'elle éviterait ces espèces de tambouilles politiques d'entre-deux tours. À la limite, qu'il y ait un accord avant le premier tour, c'est un accord politique sur un programme, il n'y a pas de difficulté, mais elle éviterait ces manœuvres. Et elle peut, s'il y a une prime majoritaire ou une prime au vainqueur, un peu comme dans les élections régionales, elle peut aboutir effectivement à des coalitions qui peuvent gouverner. Dans ce cas-là, peut-être qu'à un seul tour, ce serait en fait plus raisonnable pour éviter justement tous ces désistements et toutes ces magouilles de dernière chance, on va dire. Comme le système britannique. Oui. Le scrutin britannique n'est pas proportionnel. Oui, il est uninominal à un tour, donc c'est le premier. C'est sûr que c'est le premier qui gagne. Nous aurions eu 480 députés là. Ce serait avantageux pour le Rassemblement national. Oui, mais je pense que quand vous parlez, là aussi, il faut toujours le faire avec beaucoup de raison. Quand vous parlez de mode de scrutin, il ne faut pas forcément regarder celui qui vous serait le plus favorable. Bien sûr, oui. Parce que la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité du lendemain. Il faut voir le mode de scrutin qui peut nous permettre le plus facilement de débloquer des situations et d'avoir des majorités de gouvernement. Oui, bien sûr.
Oui, ça pourrait se retourner sinon contre vous, contre les autres groupes politiques. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais avoir votre avis, Philippe Schrek, sur la réouverture de Notre-Dame et tout ce qu'on commence à annoncer, à apprendre, notamment la venue de Donald Trump pour la réouverture de Notre-Dame. Alors, personnellement, ça ne me choque pas. J'imagine que ça en choquera beaucoup ailleurs, en dehors du studio. Mais plus généralement, sur toute la communication qui a déjà été faite autour de la réouverture, notamment d'Emmanuel Macron qui s'approprie quand même l'intégralité du chantier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Je ne crois pas l'avoir vu avec un marteau depuis le début du chantier. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ce spectacle avant la réouverture de Notre-Dame ? Alors, c'est tout ce qui lui reste, mais croyez-moi, ça ne va rien lui rapporter de plus. Moi, je suis très heureux de la réussite de ce chantier sur Notre-Dame. Quand des choses vont bien, il faut pas les oublier, il faut s'empresser de le signaler. Donc moi, je suis content comme Français. J'ai hâte d'aller à Notre-Dame parce que j'ai le souvenir de cet incendie. Ça m'a fait presque le même effet de sidération que le 11 septembre. Quoi. Tout d'un coup, quelque chose qu'on a toujours connu disparaît. Donc le succès de Notre-Dame, c'est aussi un savoir-faire français, il faut le dire. Donc moi, je suis tout à fait heureux de ce succès. Le fait qu'il y ait Donald Trump, je ne vais pas m'en plaindre. C'est le président élu des États-Unis. Ma foi, il n'y aura peut-être pas de Premier ministre, mais au moins, il y aura le président de la première puissance du monde. C'est aussi peut-être une preuve de l'attachement d'une grande partie des États-Unis sur ce que la France incarne. Et c'est si la France incarne ça, je ne vais pas m'en plaindre. C'est plutôt même une belle chose. Oui, puis s'il nous reste de belles choses, gardons-les. Vous avez parfaitement raison. Et puis les États-Unis ont participé aussi à la reconstruction par des dons. En fait, le monde entier a participé à cette reconstruction. Donc le monde entier est attendu à cette réouverture. Radovan Courage, vous ferez partie non seulement j'en ferai partie, et puis je suis très content et tous les Français peuvent s'en réjouir. Mais je pense à une chose qui me fait rire depuis plusieurs semaines, mais j'attendais ce moment avec impatience. Notre-Dame a en partie été financée grâce aux dons de Bernard Arnault, grâce aux dons de François Pinault. Et on a dans le même temps les Insoumis qui crient et qui crachent leur haine de leur détestation, alors même que Bernard Arnault, le premier contributeur fiscal de ce pays, sont des gens qui créent de l'emploi. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, stop à la haine des riches. Nous devons quand même beaucoup à Bernard Arnault, à Pinault et à tous nos artisans français. C'est également le génie français. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci. Philippe Schrek d'être venu à notre micro. Merci Radovan Courage pour tout. Pour tout ce que vous faites. Merci pour votre vie, Maud. Merci, c'est gentil, ça, c'est trop de merci ce matin.